Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes, très friands de ce rendez-vous média sur ESAE TV ce dimanche, avec ma collègue Billy Gaïlaïbi, nous recevons pour vous un acteur politique pas des moindres, Moukaram Badarou, ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau. Il est membre du bureau politique du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Avec lui, chers amis internautes, nous allons décrypter les résultats des élections législatives du 11 janvier 2026. Nous allons apprécier les conséquences politiques de ces élections. Moukaram Badarou, bonjour. Bonjour, cher. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi. Billy Gaïlaïbi, bonjour. Bonjour, Et merci de co-animer avec moi cet entretien. Plaisir. Alors, Moukaram Badarou, on est en termes d'une nouvelle année, l'année 2026. Vous allez quand même sacrifier la tradition à l'endroit de nos amis internautes et à l'endroit du peuple béninois. D'entrée, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'était toujours avec un plaisir que j'arrive ici. Et je voudrais saluer ce que vous faites, vous féliciter pour tout ce que vous faites pour l'animation de la vie médiatique et donc de notre démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans médias et il n'y a pas de développement sans démocratie. Donc tout se tient et donc je voudrais très sincèrement vous remercier, vous féliciter et profiter, comme vous le dites, de formuler mes vœux les meilleurs à l'ensemble de notre peuple et particulièrement à ceux qui nous suivent en ce moment. Je leur souhaite le meilleur, que le bon et le beau et le bien soient le rendez-vous et que l'année leur soit heureuse. Que l'année leur soit heureuse. Amen. À tout un chacun, qu'elle soit prise d'événements heureux, à tout un chacun également. Alors, Moukaram Badarou, les élections législatives du 11 janvier 2026, on a suivi les grandes tendances et puis les résultats définitifs. Dites-nous, le taux de participation, qu'est-ce que cela révèle selon vous? Un désamour des citoyens à la chose politique ou une démobilisation? Est-ce qu'il faut parler de démobilisation? Est-ce qu'il faut parler de désaffection? Toujours est-il que, à l'occasion de cette échéance majeure, parce qu'il vous souvienne que nous avons fait 2 élections ensemble à la faveur de l'année électorale, donc nous avons eu les élections législatives et les élections communales ensemble. Les élections qui concernent, si vous voulez, le peuple à la base, qui concernent le peuple directement dans ses entrailles. Un taux de participation de 36,73% que nous avions eu, confirmé par la Cour constitutionnelle. Effectivement, chacun d'entre nous, nous pourrions bien nous plaindre de ce taux. Du fait que notre peuple n'est pas sorti massivement, à savoir qu'on a un taux de 60%, de 50%, de 55%, bref, au-delà au moins de 50%. Mais cela peut bien s'analyser, se comprendre en prenant en compte plusieurs facteurs. Parce que déjà avec les 36 et quelques pourcents, on a vu quand même une certaine animation
le jour du scrutin où on a vu comment les gens sont allés vaquer à leurs occupations citoyennes qui permettaient de lire les candidats de leur choix. Mais la classe politique de manière générale, nous avons nos responsabilités à prendre pour pouvoir mieux nous intéresser aux populations, coller nos actes aux mots que nous employons devant nos populations. Nous devons refléter réellement les préoccupations de nos populations. Mais nous pouvons nous féliciter, nous, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, puisque vous le savez très bien, de la mandature sortante, je veux parler des élections législatives dont nous avons déjà eu les résultats. De 53 députés, nous sommes à 60 députés. Ça veut dire qu'il y a eu un progrès. Il y a eu un progrès. Nous n'avons pas chuté. Nous sommes leaders. Nous sommes la grande formation politique du pays. Nous l'avions confirmé. Et donc, cela veut dire qu'à l'Union progressiste, le renouveau, ce que nous disons à nos populations, c'est ce que nous faisons quand nous avons des responsabilités. Ce que nous disons à nos populations, c'est ce que nous tentons de faire. On n'arrive pas toujours à tout faire, mais au moins le peuple nous voit à l'œuvre. Dans les 77 communes, dans les 546 arrondissements, dans les 12 départements, nos compatriotes vous voient à l'œuvre, voient ce que nous faisons comme effort de défendre leurs préoccupations, de faire en sorte que leurs éliminations soient défendues. Et donc, à notre niveau, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, nous sommes en phase avec nos populations, mais pour autant, nous prenons sur nous la responsabilité de continuer par travailler afin de sortir encore un peu plus de nos concitoyens, de nous arrimer un peu plus aux préoccupations de nos concitoyens pour que aux prochaines élections, aux prochains scrutins, que nous ayons un peu plus nos populations aux urnes qui sortent, parce que, vous savez, aller voter est un devoir citoyen. Aller voter est une responsabilité. Aller voter est c'est une sorte de privilège. Mais pourquoi, selon vous, les populations, on a comme l'impression qu'elles ne comprennent pas cela, que aller voter est un devoir citoyen, aller voter est une responsabilité? Parce que même quand vous n'êtes pas d'accord, c'est bon d'aller dire ça dans les urnes. On a comme l'impression que les populations ne comprennent pas ça. Vous voulez faire un choix, allez le dire au niveau des urnes. C'est une chance que d'avoir la possibilité d'aller voter. Ne pas aller le faire, on n'a alors aucun droit après à se plaindre de quoi que ce soit. Ne pas aller voter, on n'a pas le droit après de se plaindre de qui est élu, puisqu'on n'a même pas laissé la possibilité de choisir un tel ou un tel, puisque vous n'êtes pas allé voter. Donc, aller voter est une excellente chose. C'est un devoir citoyen, c'est un privilège. Il y en a beaucoup d'autres populations de par le monde qui souhaitent avoir la chance d'aller voter, qui n'en ont pas eu. Nous l'avons ici, nous devons pouvoir les essayer. Mais nous devons pouvoir comprendre qu'on soit enseignant, qu'on soit religieux, qu'on soit chef traditionnel, qu'on soit chef de famille, qu'on soit membre de parti politique, cet exercice nous revient à tous. Nous devons travailler, qu'on soit journaliste, qu'on soit de n'importe quel métier. Nous avons le devoir, l'obligation citoyenne de faire comprendre à notre voisin immédiat la nécessité d'aller voter. Ce que ça veut dire, aller voter. Parce que cela permet d'aller voter qui de notre choix, qui nous pensons qui peut mieux régler nos problèmes, qui nous pensons qui peut faire avancer notre pays. Et parfois, c'est peut-être votre seul vote qui peut faire la différence. Et donc, rester à la maison est une très mauvaise chose. Et que dites-vous à ceux qui pensent que le tour est joué d'avance, donc pas la peine de se déranger pour aller donner sa voix dans les urnes, en fait. Ils se disent que tout est déjà classé. Dans une élection, ce n'est jamais joué d'avance. Dans une élection, ce n'est jamais joué d'avance. Ce n'est jamais joué d'avance parce que l'électeur, quand il rentre dans les urnes, il est seul face à ses responsabilités. C'est que vous pensiez peut-être être acquis ou tout est déjà réglé. Et si lui, une fois dans les urnes, décide de faire autre chose, vous n'êtes pas là avec lui. Et donc, s'ils sont un certain nombre qui décident du contraire de ce que vous pensiez être acquis, ben, vous passez à côté. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez vu l'Union progressiste, le renouveau, malgré ce que nous représentons comme force politique dans le pays. Vous avez vu notre HDP sur le terrain, le président Djokbenou sérieusement, suffisamment sur le terrain, les membres du bureau politique suffisamment sur le terrain parce que Jean Kérékou nous a enseigné que c'est le terrain qui commande et nous savons être sur le terrain. C'est parce que nous savons que rien n'est jamais gagné à l'avance et qu'il faut travailler parce que, vous savez, l'électorat, il faut l'actualiser chaque jour que Dieu fait.
À l'heure où nous parlons, hier, il y en a qui n'avaient pas 18 ans, aujourd'hui, ils l'ont. Il y a un mois, il y en avait qui n'avaient pas 18 ans, aujourd'hui, ils l'ont. Donc, à chaque fois, il faut forcément être sur le terrain pour présenter l'offre politique que nous avons, pour présenter ce que nous sommes capables de faire et pour aller aussi entendre ce que veulent nos populations afin d'être en mesure, une fois en responsabilité, de pouvoir travailler à répondre à leurs préoccupations. Et si nous travaillons à être en phase avec les préoccupations des populations, vous verrez que au fur et à mesure qu'on serait en train d'aller, vous verrez que le taux de participation dont on parlait là va forcément remonter. Mais cela, il faut le dire, même dans des grandes démocraties, ce n'est pas une particularité béninoise. Même dans des grandes démocraties, on vit ça. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'heure du boulevard de l'information, il y a un sale tour que toutes ces choses-là nous jouent aujourd'hui et qu'il va falloir vraiment actualiser les données et faire en sorte que le citoyen ait à l'esprit ce que représente dans sa main le vote. Parce que ce que représente dans sa main son bulletin... Ce que représente le vote, les partis politiques n'ont-ils pas une responsabilité? Les organisations de la société civile n'ont-elles pas une responsabilité? Est-ce qu'on peut dire que si nous avons eu un faible taux de participation, cela résulte de l'absence de responsabilité des partis politiques et des organisations de la société civile? Non, 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 pas du tout. Parce que l'enfant qui a 18 ans, c'est vrai, il est majeur, il appartient à une famille. Il faut l'éduquer. Donc, l'éducation ne peut être seulement une affaire de parti politique. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai essayé de citer qu'on soit chef de famille, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit de la presse, qu'on soit d'un membre de parti politique, bref, où qu'on soit, en tant que citoyen, dans un rôle, et dans ce rôle de citoyen que nous sommes, chacun doit pouvoir parler à celui qui est à côté de lui, que ce qui est dans notre main comme bulletin qu'on peut aller placer dans l'urne est une arme, une forte arme, qui peut nous permettre d'avoir celui qu'on veut pour nous diriger. Parce qu'on se présente souvent devant les électeurs, devant les populations, nous sommes un certain nombre, et chaque citoyen qui nous écoute peut se faire sa propre idée de qui il veut pour nous gouverner, qui il trouve pour nous représenter. Parce que se faire élire, c'est aussi une question de représentativité. Celui qu'on veut choisir, est-ce que, à mon avis, est-ce qu'il représente très bien ma circonscription électorale? Il est bon qu'un citoyen puisse se poser cette question. Est-ce qu'il a les compétences de gérer ce qu'on veut lui confier comme un mandat? C'est une question qu'un bon citoyen doit se poser. Et à ce niveau, ce n'est pas seulement une question des partis politiques. Au niveau des partis politiques, nous faisons ce travail, puisque de toutes les façons, vous le savez très bien, quand on se présente sur le marché politique, quand on se présente devant les électeurs, on veut très bien qu'ils sortent massivement, parce que c'est dans ça que vous pouvez tirer profit du vote qui veut se faire. Donc, au-delà des partis politiques, au niveau de nos familles, nous devons prendre la responsabilité de bien éduquer nos enfants, de bien indiquer à nos enfants ce qui est de leur devoir citoyen. Parce que vous savez, un pays, quand il se porte bien, les populations se portent mieux dedans. Et pour qu'un pays se porte bien, il faut pouvoir choisir ceux qui sont à même de le gérer à bon escient, avec efficacité, avec responsabilité. Et si, par malheur, le fait que beaucoup restent peut-être à la maison et que cela permet de choisir ceux qu'on n'aurait pas dû élire, eh bien, on va tous en payer les frais. Donc, c'est pour ça que c'est une question de responsabilité collective et individuelle. Nous devons travailler à faire en sorte que le citoyen béninois se donne comme devoir citoyen d'aller voter le jour où il doit aller voter. Il peut voter même abstention. Il peut voter contre X ou pour Y. Ce n'est même pas là le problème, mais il faut qu'il accomplisse son devoir citoyen, parce que dans l'accomplissement de ce devoir citoyen, il répond de ce qu'il est un Béninois digne de ce nom, comme dirait l'autre. Il répond de ce qu'il est un bon citoyen. Et donc, le jour du vote, quand on est à la maison, il faut qu'on ait conscience de ce qu'on est en train de jouer à un mauvais citoyen. Il faut qu'on sache que le fait que je ne suis pas allé voter, je n'ai aucun droit demain à me plaindre de quoi que ce soit, puisque à l'heure où on lui a donné la chance d'aller dire son mot, d'aller donner une chance à un tel ou à un tel, il a dit non.
Et donc demain, celui que les autres ont choisi, je ne sais pas à partir de quoi, en toute responsabilité, il peut dire qu'il veut les évaluer. Donc c'est pour dire ceci, que les parents que nous sommes, les jeunes que nous sommes, acteurs politiques que nous sommes, ou quiconque que nous soyons en tant que citoyens béninois, nous devons dire à notre voisin immédiat la nécessité d'aller voter le jour des votes. J'espère très bien qu'à l'occasion des élections présidentielles, nous aurons un taux de participation meilleur à celui que nous venons d'avoir. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la suprématie de votre formation politique, également celle du Bloc républicain. Alors comment analysez-vous la domination des partis politiques de la mouvance présidentielle, les implications de cette domination-là sur l'équilibre démocratique et le pluralisme? Bon, en réalité, quand je parle de la suprématie, de la force que représentent les partis de la mouvance présidentielle, en particulier l'Union progressiste, le renouveau, quand nous le disons, ce n'est pas du charlatanisme, hein. Quand nous le disons, c'est une réalité effective, laquelle réalité, parce qu'il faut, à la faveur de la réforme du système partisan, il faut bien voir les grandes formations politiques qu'on avait avant sont où? C'est à l'Union progressiste le renouveau. L'essentiel de MADEP est à l'Union progressiste le renouveau. L'essentiel des forces clés, c'est au niveau de l'Union progressiste le renouveau. Le PRD est à l'Union progressiste le renouveau. Le PSD est à l'Union progressiste le renouveau. La Renaissance du Bénin est au niveau de l'Union et j'en passe. L'UDES est au niveau de l'Union progressiste le renouveau. Le parti de Issa Saleh, à l'époque, est au niveau de l'Union progressiste le renouveau. Donc, l'essentiel des grandes formations politiques se retrouve au niveau de l'Union progressiste le renouveau. Et quand vous prenez la conclusion de l'ensemble des forces qui s'y retrouvent et de ce que nous avons comme offre politique, il n'y a pas de raison que sur le terrain, que nous ne soyons pas en phase avec nos populations. Et nous le savons très bien que c'est une responsabilité que d'être la locomotive de la vie politique de notre pays. C'est une responsabilité que d'être une grande formation politique. C'est une responsabilité que de bénéficier de la confiance de nos populations. Parce que quand vous bénéficiez de la confiance de votre vis-à-vis, il faut en répondre. Et au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, nous savons répondre de la confiance que les populations placent en nous. C'est pour ça qu'à différents niveaux, au niveau de nos chefs quartiers, chefs de village, au niveau de nos conseillers communaux et municipaux, au niveau de nos députés et même au niveau de nos membres qui sont au gouvernement, un travail se fait pour refléter cette confiance que les populations nous placent, à savoir travailler sérieusement, travailler avec responsabilité, à jouer, à faire évoluer, à faire avancer notre pays, à faire avancer nos concitoyens pour qu'à chaque fois de besoin, qu'ils se rendent compte qu'ils ne se sont pas trompés en allant vers nous. Et nous les remercions au passage pour nous avoir bien rendus encore une fois à l'occasion de ces élections où désormais nous passons quand même... Mais avec l'UP et le BR qui deviennent majoritaires, est-ce que cela garantit l'équilibre démocratique et le pluralisme? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les Africains jouent toujours la démocratie à moitié. La démocratie est en un. La démocratie ne se divise pas. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est que vous donnez librement, les règlements, les lois. Et la démocratie, c'est le respect scrupuleux de ces règlements et de ces lois-là. Et donc, quand vous donnez la parole au peuple, à partir des bases des lois que vous avez ensemble pris ensemble, le peuple se prononce. Quand il se prononce, c'est ce qu'il vous envoie que vous assumez. Aujourd'hui, nous avons la chance parce qu'à la faveur du code électoral où nous avons l'article 146 qui dispose très clairement. Parce que vous savez, autant que nous sommes en tant qu'acteurs politiques et même ceux de la société civile, pour ne pas dire l'ensemble de notre peuple, chacun se plaignait de ce que 258 partis politiques pour le Bénin, que c'était de trop. Il n'y a pas un seul Béninois qui ne se plaignait pas de ça. C'est d'ailleurs pour ça que le président Yahi Boni parlait de démocratie Nescafé. Mais quand on a fini de dire ça, parce que le chef du village ne voit pas le diable. Quand on est devant, quand il y a un problème, on cherche à le régler. On n'est pas là pour répéter, pour se faire la victime. On règle les problèmes. Et donc pour les régler, ce n'est pas des incantations.
C'est ça la réforme du système parlementaire. C'est ça, il faut réfléchir, apporter des idées, avoir une approche de solution qui permet de régler les choses, qui permet d'aller vers le souhait. Aujourd'hui, le code électoral qui est là nous permet d'aller vers ce que nous avons tous souhaité, à savoir la mutualisation des forces politiques. Regardez le nombre de partis politiques que je venais de citer, je pourrais continuer, qui se retrouvent au niveau de l'Union progressiste de renouveau. Vous en avez beaucoup aussi au niveau du bloc républicain, comme vous avez beaucoup aussi au niveau du parti les démocrates. Mais il se fait que l'article 146 dispose très clairement que pour être éligible au siège au niveau de l'Assemblée nationale, il faut non seulement avoir 10% sur le plan national, mais il faut absolument avoir 20% au niveau de chaque circonscription électorale. Nous en avons 24. Maintenant, il faut avoir 20% au niveau des 24 circonscriptions électorales. Mais au même moment, puisque le législateur est éclairé, le législateur a une idée très claire de ce qu'il est en train de faire, le législateur a prévu dans le même article qu'il y a une possibilité au cas où votre seul parti politique ne pourra pas avoir les 20% au niveau d'une... Parce que dès que vous manquez les 20% dans une seule circonscription électorale, si vous en avez même eu dans les 23, c'est que vous tombez. Et donc le législateur, dans sa vision éclairée, a prévu la possibilité d'avoir de l'accord de gouvernance au niveau du Parlement, et qui vous permet à ce que, là où vous avez un peu, l'autre peu, mis ensemble, peut permettre de passer les mailles. Et donc, même l'Union progressiste, le renouveau l'a fait avec le bloc républicain. Les forces Cori pour un Bénin émergent l'ont fait avec d'autres. Mais il y a d'autres qui ont refusé. Et donc, normalement, quand on est allé aux élections, l'UTT, si le parti Mouel Bénin ou les FCBE, s'ils avaient passé là-bas des 10%, ils auraient pu bénéficier de cette disposition de l'accord de gouvernement, parce qu'ils ont pris soin de signer quand même d'accord de gouvernement. Mais il se fait que le parti, les démocrates, dit qu'il est un parti du peuple. Justement, ce parti a quand même une base électorale. Attention, on peut aller bien dedans et fouiller, savoir ce qu'il y a dedans. Si vous voulez, on va en parler. Il faut, au-delà du charisme personnel, comment expliquer au-delà du charisme personnel du président, comment expliquer leur échec? Au-delà du charisme personnel du président Boni Yayi et de quelques-uns au niveau du parti Les Démocrates, et vous rentrez dedans et vous commencez par réfléchir. Quelle est l'offre politique du parti Les Démocrates? Quelle est l'offre politique du parti Les Démocrates en dehors de ce que les exilés, il faut qu'ils rentrent, les prisonniers, il faut qu'ils sortent? Quelle est l'offre politique du parti Les Démocrates au quotidien, en ce qui concerne l'éducation nationale, en ce qui concerne l'agriculture béninoise, en ce qui concerne la jeunesse, en ce qui concerne l'image du Bénin à l'extérieur? Quelle est l'offre politique? Parce que notre peuple a une vue claire de ce qui se fait. Vous l'avez suivi pendant la campagne électorale? Donc, c'est pour vous dire ceci. Or, il se fait que le président Boni Yayi, lui, ne peut plus être candidat à quelque chose. Il a passé les 10 ans, et au regard de notre constitution, il ne peut plus l'être. Et donc, du coup, on peut bien se poser la question au niveau du Parti des démocrates. Mais pourtant, le Parti des démocrates a dit qu'il est un parti du peuple. On ne peut pas être un parti du peuple comme ça a été parce que ce n'est pas des proclamations, non, les déclamations, non. C'est du concret, la vie politique. C'est du réalisme politique. C'est-à-dire, il faut être en phase avec les réalités qui sont en face de vous. Le Parti, les démocrates, a tout le temps proclamé, dit qu'il est un parti du peuple et a refusé de signer quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Parce que le minimum que le Parti des démocrates aurait pu faire, c'est de signer au moins avec l'autre parti politique qui tout au moins est de l'opposition. Même un modéré de l'opposition. Parce que les FCB ont rempli les obligations de partis politiques d'opposition. Le Parti des démocrates est un parti d'opposition. Le minimum, vous savez, c'est comme on le dit chez moi, les Yoruba, c'est parce que nous savons qu'arriver à la maison, il nous faut nous asseoir, qu'on prévoit déjà de chaises à la maison. Et donc on va à une élection. Je vous disais tantôt, il ne faut jamais considérer quelque chose comme acquis. Je ne suis pas de ceux qui le pensent. Je ne suis pas de ceux qui le pensent. Il ne faut jamais, tant que vous n'avez pas gagné, tant que la Cour constitutionnelle ne vous a pas... Et celui qui vous parle peut en parler. Peut en parler parce que nous, on a perdu des élections majeures ici, il y a 10 ans, 15 ans, des élections que tout le monde savait qu'on avait déjà gagnées.
Mais pourtant, qu'on a perdu, ou moi, une fois, dans un débat, dans un échange, j'ai dit, nous allons au palais de la République, nous sommes au palais des congrès, nous clignotons déjà. Nous avons clignoté, nous ne sommes pas allés dedans. Au palais de 2011. Je parle de 2011. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est jamais gagné d'avance. Donc, une fois que cette possibilité-là leur était offerte, il était question au moins d'aller saisir. Vous savez, le chef de l'État qui a l'habitude de dire les choses de manière, je n'ai pas cru, mais dit les choses telles qu'il les pense, dit la vérité telle dans son contenu intrinsèque, a dit, il n'y a rien qui empêchait le Parti des démocrates d'aller signer cet accord-là. Il est même allé plus loin. Et pourtant, le Parti des démocrates ne l'a pas fait, parce que le Parti des démocrates comptait sur lui-même. Bon, maintenant, quand on a fini de compter sur soi-même... Est-ce que quelque part la posture du Parti des démocrates n'avait pas une cohérence? J'en viens, hein? Pourquoi me réclamant de l'opposition, signer un accord avec mon adversaire politique, simplement dans le seul but qu'il puisse me porter un coup de main pour pouvoir lever des sièges? C'est-à-dire quoi? Je suis incapable d'évoluer tout seul et c'est mon adversaire politique qui me permet de pouvoir quand même accéder au partage des sièges. Est-ce que ça ne paraît pas un peu avilissant? Je vous suis. Je vous suis et c'est pour ça que tantôt je disais, je ne suis pas allé directement dans un accord avec l'UP et le BR. J'ai dit tout au moins avec la FCBE. Mais est-ce que ce serait autant fécond qu'avec l'UP et le BR? Mais c'est que tout au moins avec la FCBE avait 6 parrains. Et là, je sors même des élections législatives. Là, vous avez pourquoi la FCBE, je vais dans l'ensemble. Oui. Le minimum, au moins la FCBE. Et quand on cherche le peu compte, on venait de dire qu'avec une seule voix, vous pouvez perdre. Donc, il ne faut pas minimiser la FCBE. La FCBE d'il y a 3 ans, ce n'est pas exactement la même chose aujourd'hui. Nous nous trompons beaucoup quand nous parlons de la vie politique. En Europe ou bien ailleurs où la démocratie bat son plein, on voit les gens qui commencent avec 0,01%. Avec 1%. Quand Jean-Marie Le Pen a commencé, c'est 0,0. Mais il a fini par être deuxième en 1995 aux élections présidentielles en France. Mitterrand a fait près de 5e présidentielle avant finalement de l'emporter en 1981. Abdoulaye Wade dans 1914, quand il créait le PDS, c'était pas... Laurent Gbagbo, quand il créait le FPI, le président Houphouët-Boigny lui a dit, vous n'êtes rien, vous n'avez rien, vous ne serez rien. En 82. Et pourtant, Laurent Gbagbo est devenu président de la République après. Donc, c'est dire qu'il ne faut jamais minimiser un acteur politique. Il ne faut jamais minimiser un parti politique parce que d'une élection à une autre, les données peuvent changer. Ce qu'on pense de Rouquet, ce qu'on pense de FCBE, on peut bien se tromper parce que les populations peuvent dire, mais si c'est ça, on peut aller tenter ci. Si c'est ça, on peut faire ci. Ou alors, entre-temps, ce parti-là peut avoir recruté. Bon, pour revenir à ce qu'on dit, oui. le minimum, je disais, tout au moins le parti avec lequel, au moins, ils partagent le même ancrage, à savoir l'opposition, allez signer avec eux. Et si vous voulez, parce que vous pouvez avoir la plus grande armée du monde, si vous n'avez pas de stratégie, vous ne gagnerez aucune guerre. Vous pouvez avoir la plus grande armée. Si vous n'avez pas de stratégie, vous ne gagnerez pas de guerre. Pour dire quoi? Pour dire, malgré la force que pouvait représenter le parti Les Démocrates, il y avait un déficit organisationnel. De mon point de vue, c'était stratégique. Ce que vous sentez refuter là, à savoir pourquoi aller signer avec FE. Mais ce n'est pas ça qui compte. La main qui veut vous sortir du trou, on ne regarde pas sa couleur. L'essentiel de sortir du trou. Mais lorsque ils estiment vous voyez à cause de lois votées par l'adversaire politique. Et là, je vous sors encore un peu du Bénin. Quelqu'un a dit au président Laurent Gbagbo, si ce n'est pas parce que Gueye a fait ci, si ce n'est pas parce que Ouattara a fait ça, tu n'aurais jamais été président. Et Laurent Gbagbo lui dit, qu'est-ce que tu sais de comment Gueye a fait ci ou de Ouattara a fait ça? C'est ça qui a permis à ce que moi je me fasse élire. Donc, c'est des questions stratégiques pour conduire les échéances politiques. Donc, malheureusement, les LD ne l'ont pas fait. Comme vous l'avez vu, ils ont eu sur le plan national plus de 16 et quelques %, mais n'ayant pas satisfait à ces obligations de l'article 136 du Code électoral, je suis tenté de dire malheureusement qu'ils n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Mais je dois dire ceci,
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de député à l'Assemblée nationale qu'un parti politique ne peut pas tenir son rôle de l'opposition. Une opposition, c'est presque un gouvernement en face. Une opposition, c'est un parti qui travaille dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Un parti d'opposition travaille dans tous les secteurs, affronte tous les secteurs. Un parti politique de l'opposition, même sans être à l'Assemblée nationale, peut donner du fil à retordre à un gouvernement en place. Peut faire son boulot, faire son job. Parce que c'est en faisant son job qu'il peut constituer une alternative crédible à l'échéance suivante. Bon, il ne nous revient pas, nous, au niveau de la mouvance présidentielle, de dire à l'opposition ce qu'elle a à faire, chacun est dans son couloir. Nous sommes à notre niveau, au niveau de la mouvance présidentielle. Nous travaillerons à conforter notre position, nous travaillerons à assumer notre position, nous travaillerons à faire en sorte que les Béninois soient contents de nous, de sorte que nous conduisons les choses de manière à améliorer les conditions de vie de nos populations, à améliorer l'image du pays. Oui, monsieur Moukabadarou, vous jouez votre rôle, mais au vu de tout ce qui s'est passé par rapport à l'échec des démocrates, quel message est-ce que ces résultats envoient aux militants des partis exclus, autres que les démocrates? Non, autant qu'ils sont, vous savez, notre peuple, et je suis très content de ce peuple-là, fier de ce peuple, qui a un sens de responsabilité très élevé face aux événements. Vous savez, je suis tenté de dire que peut-être que les élections se seraient passées il y a 5 mois, que les résultats auraient été autres. Je veux être vrai avec vous. Comment? Je veux être vrai avec ceux qui nous suivent. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé avec la débâcle de l'opposition, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de son candidat, de tout ce qui s'est passé, ça ne peut pas m'appeler parce que nos populations, ce n'est pas des briques de 15. Nos populations, ce n'est pas des briques de 15. Nos populations, c'est l'eau et le sang qui coulent dans leurs veines. Donc, quand vous faites confiance à un parti politique et qu'au choix de celui qui doit porter ses couleurs à l'échéance majeure, c'est-à-dire le premier d'entre nous, celui qui doit diriger le pays, et que cela se passe comme cela s'est passé là, vous voulez attendre encore des Béninois de courir dans ce sens-là, ce n'est pas évident. Il faut se mettre bien à leur passer. Tous ceux qui ont suivi, point par point, ce qui s'est passé par rapport à la candidature des élections présidentielles et tout ce qui s'est passé au niveau du parti Les Démocrates après, ça ne peut pas manquer d'impact sur la suite au niveau du parti. Je vous dis, les élections là se seraient passées il y a 5 mois, peut-être que les résultats ne seraient pas ça. Maintenant, ce qui est là aujourd'hui, parce que le général de Gaulle dit, on fait avec la réalité. Ce qui est là aujourd'hui, il se fait que malheureusement, je le dis parce que je me mets à leur place, quelqu'un ne peut pas, il est content. Vous savez, donc, je me mets à leur place, je dis malheureusement, ils ont perdu. Mais nous ferons le travail pour que le peuple béninois ne ressente pas, à savoir que nous ferons le travail comme nous savons le faire, avec beaucoup de responsabilité, en assumant nos devoirs. Vous savez, les députés à l'Assemblée nationale, chaque député a un mandat national. Contrairement à ce que j'entends dire que est-ce qu'il y aura débat, est-ce qu'il y aura ci, il y aura ça, et il fallait venir voir à l'Assemblée nationale, puisqu'on a déjà eu une situation comme ça une fois, où il n'y avait que l'UP et le BR à l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai pu observer le comportement des députés. Parce que c'est pas parce que vous êtes du même parti que vous avez une pensée unique dans la tête. Mais justement, est-ce n'est pas vrai. Est-ce qu'ils ont un caractère, j'allais dire, rebelle ou indiscipliné vis-à-vis des options politiques qui émanent de la haute hiérarchie politique? Non, parce que contrairement à ce que... Est-ce que par exemple, lorsque je vous vois venir. Je vous vois venir. C'est ce qu'il veut. Je vous vois venir. Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent dans un contexte où on veut les députés plus disciplinés? On a vu même avec la nouvelle révision constitutionnelle où on a dit lorsqu'un député démissionne de son groupe parlementaire, il perd son siège. Lorsqu'un élu, voilà. Alors, démissionne de son parti politique, il perd son siège. Alors, avec cela, est-ce qu'on peut envisager encore d'acteurs politiques qui puissent librement exprimer une volonté politique qui ne soit pas peut-être celle en phase avec celle que porte son parti politique? Non, vous savez, il y a ce que nous appelons la discipline au niveau des partis politiques. Et cela n'est pas propre au Bénin. La vie politique est jonchée d'un certain nombre un minimum de normes. Maintenant, avant que vous ne voyiez
quelque chose devenir décision, autant qu'ils sont les chefs à divers niveaux, au niveau de la mouvance présidentielle, il ne se lève pas maintenant, il rêve de quelque chose, il vient et il dit ça y est. Non, ça ne se passe jamais comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Et donc, sur beaucoup de sujets, il y a beaucoup de contacts qui sont pris. Il y a beaucoup de prise en compte de différentes préoccupations d'une telle ou d'un tel. Et même quand les choses devaient revenir au niveau des... Il faut venir voir au niveau des commissions à l'Assemblée nationale comment ça débat, comment chacun joue, a fait comprendre à l'autre ce qu'il pense du sujet qui est là. Et c'est après qu'ils ont fini de mâcher le sujet que ça vient après en plénière. Et pourtant, même quand ça vient en plénière, et là, c'est ce qui est un peu au vu de tout le monde, mais il y a toujours des débats dès qu'il y a une virgule. Soit quelqu'un, bien qu'après qu'il ait accepté même des choses en commission, mais qui se retrouve en plénière et qui estime que ce n'était pas exactement ce qu'il pensait, ou bien il a eu une amélioration d'idée de départ, il l'amène. Et donc, pour vous dire que le débat, ce n'est pas toujours parce que vous êtes député, vous dites non au parti auquel vous appartenez. Ce n'est pas ça toujours la démocratie, non. La démocratie aussi, c'est la capacité à réfléchir ensemble sur des sujets. C'est la capacité à voir dans la même direction. C'est la capacité à donner le meilleur de soi-même pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, pour ce que la preuve, c'est, vous savez, c'est tout ce que j'ai fait entre les députés de la 8e qui ont permis de la révision de la Constitution. Cette révision qui a permis aujourd'hui, par exemple, d'avoir systématiquement 24 femmes à l'Assemblée nationale désormais à partir des dispositions que nous avons. Ce n'est pas des réflexions propres juste à un individu. C'est des choses qui ont été vues ensemble sur plusieurs points avant d'en arriver. Et justement, parlons des dispositions légales en place actuellement. Est-ce que vous pensez qu'au regard du code électoral actuel, de la réforme du système partisan, qu'une alternance est permise? Est-ce qu'il est permis de rêver d'une alternance avec ce Parlement que nous avons actuellement? Est-ce qu'on peut avoir... je peux vous dire ceci. Oui. De l'alternance dont vous parlez, l'alternance peut se faire à l'intérieur. Pourquoi pas? Bien, non, je viens. Puisque vous parlez à un mouvancier qui, lui, n'a pas envie de perdre le pouvoir, qui, lui, veut travailler avec les autres collègues pour rester au pouvoir. Et c'est de notre droit. Vous pouvez nous concéder ça au moins. C'est-à-dire que quand vous êtes de la mouvance présidentielle, que vous travaillez à conforter votre position, que vous travaillez à vous maintenir au pouvoir. C'est de votre droit. C'est du droit aussi de ceux qui sont en face, qui doivent travailler. Une opposition, il ne faut pas être paresseux. Une opposition travaille. Une opposition travaille, si vous voulez, plus de 10 fois qu'un parti qui est au pouvoir. C'est ça être une opposition. On a vu les oppositions de Théo ici. On a vu les oppositions du président Mbedji. On a vu les oppositions de Gbagbo, de Abdoulaye Wade, de Tshisekedi père, dont le fils bénéficie aujourd'hui. Donc une opposition travaille, comme je l'ai dit, dans tous les secteurs. Une opposition doit donner du fil à retordre à un gouvernement. Excusez-moi, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il ne m'appartient pas de dire à une opposition ce qu'elle doit faire. Mais au minimum, je peux dire qu'une opposition ne doit pas être paresseuse, elle doit travailler, elle doit constituer une alternative crédible. Parce que les populations qui votent savent bien ce qu'elles votent. Les populations ne votent pas seulement parce que vous êtes un parti qui est en face. Il faut bien qu'on trouve en vous des gens qui, une fois arrivés, vous ferez mieux que celui qui est là. Sur tel sujet, on doit pouvoir voir ce que vous voulez, ce que vous faites, et ainsi de suite. Et c'est en cela que vous travaillez à constituer l'alternative que les populations peuvent aller vers, et ce faisant, on pourrait avoir une alternance. Est-ce en faisant cela que les acteurs politiques pourraient éviter une fracture durable entre le peuple et la démocratie représentative, ou que doivent-ils faire? Quelles leçons doivent-ils tirer de ces scrutins-là? Nous avons la responsabilité, parti d'opposition comme de la mouvance présidentielle, nous avons la responsabilité de refléter la confiance que les populations nous placent, que les populations placent en nous. Je veux dire quoi par là? Quand nous allons vers les populations, nous parlons avec elles. Nous leur disons ce que nous avons envie de faire. Et une fois en responsabilité, il faut pouvoir faire,
Vous savez, il y a beaucoup qui, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le projet de société de Patrice Talon qui s'étonnent parfois de certaines choses. Tout ce que le président Talon fait aujourd'hui est dit dans son projet. Et quand vous faites ça, vous faites respecter par le peuple. Et donc, nous avons tous le devoir de ce que nous disons aux populations, une fois en responsabilité, de nous mettre à l'œuvre pour le faire. Nous ne réussirons pas tout. Et les populations comprendront qu'on n'a pas pu réussir tout. Mais elles nous auraient vu au moins à l'œuvre. Mais quand on ne travaille pas, moi c'est mon problème ça. Quand on ne travaille pas, mais qu'on veut, on veut tout juger, on veut tout juger, on veut tout peindre en noir, et il n'est pas évident que les populations retrouvent en vous une alternative. Puisque, c'est vrai, vous dites que ce que lui fait n'est pas bon, mais dites-lui ce que vous voulez faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si on veut éviter, si on veut mettre fin à ce que vous dites là, ceci incombe à chacun d'entre nous. C'est une responsabilité. Et je suis de ceux qui pensent qu'on ne fait pas la politique dans le silence. Je vais lâcher ce mot-là. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne fait pas la politique dans le silence. Je suis de ceux qui pensent qu'en politique, il faut dire ce qu'on fait. Il faut dire ce qu'on a envie de faire. Et c'est parce que vous dites ce que vous faites, c'est parce que vous dites ce que vous voulez faire, que les populations pourraient apprécier de ce que vous avez dit pour vous envoyer des signaux de leur accord ou non, et qui vous permet, vous, d'ajuster votre tir, et ça permet de mieux travailler pour le... Il s'agit de notre pays. Le Bénin doit être la priorité de chaque acteur politique. Le Bénin ne doit pas passer second, ne doit pas être en position diverse. Le Bénin doit être la priorité, et donc se mettre résolument au travail, en phase avec les populations. Vous savez, en tant qu'acteur politique, parce que vous voulez que quelqu'un vous suive, vous devez aller plus vite. Parce que si vous n'allez pas plus vite, ou il vous dépasse, ou bien lui, il recule. Donc, en position d'acteur politique, c'est de réfléchir sérieusement sur les préoccupations des populations, d'avoir des approches de solutions, et que la population trouve en vous des porteurs de leurs idées, des porteurs de leur espérance. Et ce faisant, je crois qu'on pourrait réduire cette fracture. Les députés de la 10e législature qui doivent être installés bientôt, quels défis les attendent selon vous? Les défis, je suis tenté de vous dire... Comment concilier l'absence de l'opposition avec la nécessité d'un contre-pouvoir dans une démocratie? Je disais tantôt que l'absence de l'opposition à l'Assemblée nationale ne veut pas dire absence de l'opposition dans le pays. Tout à fait. Il y a une opposition dans le pays qui, de mon point de vue, doit faire son travail. Qui, de mon point de vue, doit bien faire son travail. Celui qui vous parle a été opposant. Donc j'en sais quelque chose. J'ai passé même ma tendre enfance, pour ne pas dire jeunesse, dans des accointances avec des partis d'opposition. Je peux en parler. De l'opposition sénégalaise à celle de la Guinée d'Alpha Condé. De l'opposition zaïroise à l'époque aujourd'hui congolaise, à l'opposition ivoirienne, à l'opposition togolaise d'Edem Kodjo, et ou d'Algérie du fils. Donc, il faut dire qu'un parti d'opposition est un parti qui doit travailler en mieux qu'un gouvernement, qui doit s'occuper de tous les secteurs. Il ne doit pas avoir du sommeil quand on est dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition, on travaille sérieusement. On travaille conséquemment. On n'est pas là juste à critiquer ce que fait le pouvoir. On dévance même le pouvoir sur plusieurs sujets. C'est ça un parti d'opposition. Et quand on y arrive, les populations sont contentes de vous. Trouvent que vous pouvez remplacer celui qui est là, et valablement, parce que non plus ne veut pas remplacer pour remplacer. Vous pouvez remplacer valablement celui qui est là. Et donc, au prochain vote, ils font confiance. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de bénéficier de la confiance des populations, de les représenter à l'Assemblée nationale, vous parlez de défis. Je suis tenté seulement de nous renvoyer, nous, à notre slogan. Tchoko Tchoko, maintenant le cap. Nous chercherons à maintenir le cap. Vous, le PR. Nous maintenirons le cap du développement. Le cap de l'autorité de l'État qui est restauré, qui est confirmé. Le cap de nos enfants qui sont à l'école et qui subissent aujourd'hui une meilleure éducation. Une constance à l'école. Et non le moment où chaque année il fallait sauver l'année. Le cap de la sécurité.
il n'y a rien qui puisse se faire sans sécurité. Le cap d'une agriculture mécanisée, une agriculture qui avance et qui fait de nous premiers dans certains secteurs au niveau de la sous-région. Le cap de la bonne image du Bénin à l'international. Aujourd'hui, demandez à tous ceux qui sont, si vous avez des amis à l'extérieur, ils vous parleront de votre propre pays si vous ne faites pas attention. Le cap de meilleur tourisme. Nous venons de vivre les Vaudoundés et vous avez vu autant d'étrangers rentrer ici, venir ici au Bénin. De mémoire d'homme, je n'ai pas souvenir, pour le peu d'âge que j'ai, je n'ai pas souvenir que notre pays a déjà reçu à un moment donné autant d'étrangers sur son territoire. Nous voulons maintenir ce cap-là. Nous voulons maintenir le cap de la stabilité macroéconomique, le cap de la discipline budgétaire. Nous sommes passés premiers parmi les pays qui maintient une sorte de discipline budgétaire dans son pays. Le cap de, si vous voulez, parce que nous sommes passés de pays pauvres à pays à revenus intermédiaires. Nous avons rejoint la classe enviée sur le continent, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo, pays à revenus intermédiaires. Nous avons quitté le malheureux carreau de pays pauvres. Nous voulons maintenir ce cap-là. Nous voulons améliorer ce qui est fait pendant les 10 ans qui sont en train de passer là. Et donc la 10e législature, c'est-à-dire la prochaine législature qui va être installée, je pense, les partis de la mouvance présidentielle qui ont bénéficié de la confiance des populations travailleront à être en phase avec des réformes idoines qui permettent à notre pays de continuer à jouer sa partition. Vous savez, nos populations, qu'est-ce qu'elles attendent de nous? Elles attendent de nous que nous travaillions à améliorer leurs conditions de vie. Que leur vie ressemble à l'ère du temps, que leur vie ressemble à celle de leur temps. Vous voyez? Donc c'est une responsabilité que d'être en charge de gérer la saine émulation d'un peuple. Et donc nous le savons très bien, et c'est pour ça que nous travaillerons à refléter ce qu'ils veulent de nous, et comme je disais, nous travaillerons à maintenir le cap. Moukar Mbadaro, on va également parler de la fin du mandat du président Patrice Talon. Que diriez-vous des 2 quinquennats du chef de l'État, Patrice Talon, puisque le 24 mai prochain, il passera la main à son successeur? Donc, comme j'étais déjà en train de parler des quinquennats, les 2 quinquennats du président Patrice Talon, qui a émerveillé tout le monde, il a dit qu'en fin de mandat, que les Béninois vont le porter en triomphe. Est-ce qu'il sera porté en triomphe? Je crois que les Béninois le portent déjà en triomphe. Il n'y a pas un seul Béninois qui n'est pas d'accord que le président Patrice Talon a travaillé. Il n'y a pas un seul. Même les plus opposants de ces opposants conviennent de ce que le président Patrice Talon a fait bouger des lignes, a travaillé pour notre pays. Je disais tantôt que nous sommes passés de pays pauvres à pays à revenus intermédiaires, à redonner vie à notre agriculture. Nous sommes passés désormais premiers au niveau du coton, que ce soit l'ananas, le coton, le riz. Nous sommes en nette augmentation. Le SMIC des Béninois est passé de 40 000 à 52 000. L'infrastructure routière, n'en parlons plus. L'éducation nationale, nos enfants sont à l'école. Et il y a une nette amélioration au niveau des conditions de travail. C'est pareil au niveau de nos hôpitaux. Des hôpitaux de zone redorée. Le nouvel hôpital construit. Vous avez des marchés qui sont construits pour mettre nos mamans dans des conditions de travail idoines. Nous sommes en 2026. On n'est pas en 1956. Nous sommes en 2026. Et donc, là où les gens travaillent doit refléter l'ère du temps. Vous avez vu des stades construits ici et là. On s'est rendu compte que notre pays, quelqu'un s'en occupe. La résilience que nous avons développée, malgré les conjonctures au niveau de la sous-région, au niveau à l'international, nous avons un taux de croissance de 7,5%. Donc, nous avons une économie résiliente. On nous a toujours chanté ici que quand le Nigeria a tous, le Bénin s'enrhume. Le Nigeria a fermé ses frontières ici pendant près de 2 ans. On ne s'est pas enrhumé. Parce que nous avons réussi à développer une certaine résilience au niveau de notre économie. Parce que il y a un gouvernement qui s'est résolument mis au travail. Parce que gouverner, c'est pouvoir. Gouverner, c'est être en mesure de se reproduire, de faire reproduire l'État.
On ne gouverne pas par le salam alik. On ne gouverne pas par aller se mettre à genoux chez les autres pour un don. Comme là nous a enseigné de vénérable mémoire, ce professeur burkinabé Kizebo. Si vous dormez sur le matelas de l'autre, vous dormez par terre. Donc, quand on va tout chercher chez l'autre, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on a démontré par A plus B qu'on est capable de quelque chose. Le Bénin a redonné son image au niveau international. Un tourisme qui désormais nous fait rentrer de devises. Bref, le bilan de Patrice Talon, ça saute désormais à l'œil. Même celui qui n'est pas dans le pays, quand il rentre, il constate que ce pays respire, que ce pays vit, qu'on s'occupe de ce pays-là. L'autorité de l'État qui était, vous savez, le président Mbedji en disant, il ne vous est pas échappé que j'ai été préfet dans ce pays. Le président Mbedji, quand il disait en 2017 que l'État que le chef de l'État avait hérité était un État banalisé, fragmenté, descendu de son piédestal, il n'avait pas du tout tort. Il n'avait pas du tout tort. Et c'est quand même Mbedji qui le disait. Vous voyez, donc, il n'avait pas du tout du tort. Et pour s'y prendre, pour trouver des solutions à ça, pour remettre l'État sur son piédestal, moi je fais un cadet au président Patrice Talon. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accouché ça sur papier en parlant du talonisme. Que ce qu'il a réussi à faire en 10 ans ici, qu'en Afrique, les autres pays africains pourraient copier ça et l'acclimater dans leur pays pour en faire un modèle. Le modèle, nous n'allons pas toujours aller le chercher à Londres ou en Allemagne ou aux États-Unis ou en France. On peut le retrouver aussi sur le continent africain. Aujourd'hui, le Bénin se fait respecter par n'importe quel bailleur. Pas n'importe quel bailleur. Vous savez, si vous savez emprunter et payer à temps réel, votre créancier vous respecte. Vous voyez? Donc le Bénin a redoré tellement son blason qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'autorité de l'État, que ce soit au niveau de la dématérialisation, bref, qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est le secteur que le président Talon n'a pas touché? Quel est le secteur? Il a touché tous les secteurs. Il a passé la main au niveau de tous les secteurs. Et en bien et en mieux. Et maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je ne dis pas que tout, je dis pas que tout va bien. Je ne dis pas que tout va bien, madame la marquise. Nous sommes le Bénin. Nous sommes le Bénin, nous sommes à une étape de construction nationale. Et il faut avoir le courage, il faut avoir de la vision, il faut avoir de la droiture. Et le président Talon a quelques qualités que chef d'entreprise, acteur politique, syndicaliste, même un homme de presse peut tricher. À savoir, d'abord la rigueur dans le travail qu'il fait. La rigueur. La rigueur du temps. Moi, un professeur m'a enseigné en 91 que l'Afrique démarra son développement le jour où il va maîtriser le temps. Le temps, on fait ce qu'on veut avec. Et pourtant, on a le même temps. Et donc, avec Patrice Talon, quand il vous dit c'est 10 heures, c'est 10 heures. Si c'est une séance de travail de 30 minutes, vous ne ferez pas 35 minutes. Et on a eu les résultats. Donc ça, un jeune peut tricher ça. Un acteur politique peut le tricher. La rigueur dans ce qu'il fait, à savoir, vous savez, l'État n'a pas d'état d'âme. L'État n'a pas d'état d'âme. Et quand on est en responsabilité de l'État, on joue à préserver l'intérêt de l'État. Et Talon a donné la preuve de son niveau élevé de responsabilité, de son sens élevé de responsabilité. Parfois, parce que lui-même, quoi qu'on dise, c'est l'eau et le sang qui coulent dans ses veines. Mais que cela soit un ami, un frère, mais dès que tu tombes dedans, tu es frappé. Et chaque fois que chacun peut être frappé, vous verrez que chacun va se mettre Mokaram Badarou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure de Romuald Wardani, qui est le candidat de la mouvance présidentielle? Je dirais, juste très rapidement en quelques mots, que le président Patrice Talon, les partis politiques de la mouvance présidentielle ont réussi à choisir l'un des meilleurs talonistes du régime. C'est-à-dire qui travaille avec vision, qui travaille avec rigueur, qui travaille avec rigueur du temps, qui travaille avec le respect scrupuleux des normes de l'État, qui n'est pas paresseux, qui est travailleur, qui est bosseur, et qui a le sens du sacrifice, qui a de la volonté pour le pays,
Et donc, je peux assurer. Et là, je me suis retrouvé en phase avec ce que le TOFA 2026 a dit, à savoir que l'enfant fera mieux que son père. Et vous savez, tout enfant qui ne... Ça nous concerne tous. Ici, tout enfant qui ne fait pas mieux que son père est un enfant qui a échoué. Un enfant doit mieux faire que son papa. Et pour celui qui est choisi là, par nos partis politiques, et dont nous travaillerons, je disais tantôt que rien n'est acquis, et dont nous n'irons pas dormir sur nos lauriers. Hein. Il ne faut pas que le président Hunkwer nous tende un piège. Il ne faut pas que le président Hunkwer nous surprenne. Donc on ne sait pas ce que les Béninois vont faire quand ils vont rentrer dans les urnes. Et donc nous irons travailler sérieusement. Oui. Nous le prenons en bonne et due forme comme un adversaire qu'il faut combattre sérieusement afin de ne pas se tromper le moment venu. Nous ferons en sorte que notre candidat passe parce que notre candidat est en mesure d'assurer la relève, d'assurer la continuité de ce que nous avons fait jusque-là. Il peut nous permettre de maintenir le cap et mieux, il peut nous permettre de faire mieux. Et donc nous irons dans tous les hameaux, nous irons au niveau des quartiers, au niveau de nos villages pour aller expliquer à nos populations que s'il a été choisi, c'est parce qu'il en a la capacité d'assumer l'héritage. L'enfant fera mieux que son père. Inch'Allah. On va davantage serrer la ceinture. Est-ce que ça voudra dire cela? Vous savez, quand on parle de serrer la ceinture qui n'est qu'une caricature, autant que nous sommes ici, si vous avez envie d'acheter une voiture, si vous avez envie d'entamer un chantier, vous verrez que vous aurez des rouges aux lèvres que vous verrez que vous n'allez plus acheter. Vous verrez que vous aurez des robes qui vous plaisent très bien, que vous n'allez pas acheter. Vous verrez bien que vous avez des costumes qui vous plaisent bien. Vous n'allez pas acheter parce qu'en temps, le maçon a demandé tel nombre de stocks de ciment. Que le staffeur doit prendre de l'argent, que le coffreur doit prendre de l'argent. Donc, chaque fois quand on a un chantier, un vaste chantier en face, on a des sacrifices à consentir. Et donc, c'est la même chose pour un État. Un État défini comme ce que le président Mbedi avait dit, dont je parlais tout à l'heure, ou qui doit retrouver son piédestal, un État où il faut le construire pour que l'enfant béninois ne soit pas là seulement à envier l'enfant marocain, l'enfant ivoirien, l'enfant sénégalais, mais qu'il soit aussi fier de son pays. Je disais sur une émission récemment que si l'enfant français va vous faire ses selfies au niveau de la Tour Eiffel, l'enfant béninois aussi peut aller sur la place des Amazones, et je crois que ça peut être en équilibre de points. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il faut faire en sorte que nous continuons à être fiers de notre pays. Nous devons travailler pour qu'il en soit ainsi. C'est notre rôle, c'est un devoir. Et donc moi, je peux vous assurer que nous travaillerons sérieusement pour qu'il en soit ainsi. Nous ne le disons pas et nous partons pour dormir sur nos lauriers. En termes d'écrit, en termes de contact, en termes de faits et gestes, tout ce qu'il faut faire, nous le ferons parce que nous voulons continuer par garder le pouvoir, pour pouvoir continuer ce qui a commencé, parce que nous ne permettrons pas que tout ce sacrifice, ceinture serrée dont vous parlez là, se retrouve à l'eau parce que le pays tomberait dans la main de certains aventuriers. Merci à vous, Moukaram Badarou, pour ce moment d'échange. Vous allez regarder très rapidement votre caméra pour conclure et dire quelques mots à l'endroit des militants de l'Union progressiste du renouveau, des sympathisants et tous les autres internautes qui se sont intéressés à cet entretien télévisé. D'abord, je voudrais remercier encore une fois nos électeurs, le peuple béninois, pour avoir fait confiance à l'Union progressiste le renouveau en lui donnant 60 députés à l'élection législative que nous venons d'avoir. Je réitère mes bons voeux à l'endroit de notre peuple. Je leur demande de continuer par nous faire confiance parce que nous travaillerons, nous continuerons par travailler à gérer leur saine émulation, à gérer leur espérance et faire en sorte que chacun, où qu'il se trouve sur le territoire national et même de notre diaspora, d'être fier du Bénin et d'être content de ce qui se fait au niveau de notre pays. Merci à vous, Moukaram Badarou, chers amis internautes de cet entretien. On retiendra de façon sommaire et expéditive que notre invité, à l'entame de ses propos, a tenu à présenter ses vœux de nouvel an pour le compte de l'année 2026 à l'ensemble des internautes et du peuple béninois. Il a eu à justifier le taux de participation avec un argumentaire qui s'articule notamment autour de plusieurs points, notamment par rapport à l'enrôlement au niveau des listes électorales. Il a également
parlé également de la citoyenneté également et de la portée du vote. Il a exposé le sens et la portée du vote au cours de cet entretien-là. Il salue le progrès effectué par sa formation politique, l'Union progressiste, le renouveau. Pour lui, l'essentiel des grandes formations politiques sont à l'Union progressiste, le renouveau. Et donc, cela justifie bien évidemment le poids politique que représentent ces formations politiques, notamment sur l'échiquier politique national. Et donc, pour lui, la majorité n'est pas une majorité vide de sens, mais une majorité constituée de grands acteurs politiques. Il a argumenté longtemps dans ce sens-là. Il a eu à exposer au cours de cet entretien les fondamentaux universels de la démocratie. Il a argumenté et commenté cela avec des juxtapositions sur l'actualité politique béninoise et des faits qui ont rythmé la vie politique béninoise. Et il nous a fait savoir également que, notamment, l'offre politique du parti politique, les démocrates, n'est pas véritablement alléchante, si on peut le dire ainsi. C'est une déduction qu'il a fait de ses propos parce qu'il s'est interrogé de savoir quelle est l'offre politique du parti politique, les démocrates. Il a eu à exposer le diagnostic qui a conduit à la réforme du système partisan et au code électoral dans sa monture actuelle. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes, notamment en 2011. Il a fait savoir à maintes reprises qu'il a été un acteur de l'opposition et donc quand il parle de l'opposition, il sait de quoi il parle. Il a fait savoir également, parlant de l'opposition, que l'opposition ne doit pas être paresseuse. Elle doit constituer une alternative crédible, elle doit s'occuper de tous les secteurs, il faut devancer le pouvoir sur plusieurs sujets, il a laissé entendre, il a fait savoir que c'est pas parce qu'il n'y a pas un parti politique d'opposition au Parlement que l'opposition doit disparaître dans l'arène. L'opposition, pour bien et bien exister et bien et bien fatiguer le pouvoir. Il a fait savoir qu'il est de la mouvance présidentielle et il ne revient pas à un acteur politique de la mouvance présidentielle de donner notamment ou de faire une consultation, si on peut le dire ainsi, aux acteurs de l'opposition politique. Le peuple béninois a un sens de responsabilité très élevé et pour lui cela s'est traduit notamment dans les résultats des élections législatives du 11 janvier 2026. Il a fait savoir que la démocratie également se manifeste à travers la capacité à réfléchir ensemble sur un même sujet. Pour lui, l'Union progressiste, le renouveau doit maintenir le cap. Maintenez le cap du développement, maintenez le cap de la sécurité, maintenez le cap de l'agriculture mécanisée, maintenez le cap de la bonne image du Bénin à l'international, maintenez le cap du tourisme qui est salvateur, maintenez le cap de la stabilité macroéconomique, celui également de la discipline budgétaire et celui des infrastructures routières et marchandes, et j'en passe. Pour lui, les Béninois portent déjà le président Patrice Talon en triomphe. Nous sommes passés de pays pauvres à pays à revenus intermédiaires. Cela est à saluer. Patrice Talon s'est occupé du Bénin, a-t-il défendu au cours de cet entretien-là, ce qui l'a d'ailleurs amené à écrire sur le talonisme, qui pour lui est un modèle de développement qui doit être acclimaté dans plusieurs autres pays africains, car pour lui, ce n'est pas tout ce qui est fait à l'étranger que l'on doit copier. Parfois, il y a de très belles choses qui sont effectuées sur le continent, sur lesquelles on peut quand même prendre exemple. Lorsqu'il a été interrogé par Billy Gailaibi sur notamment le président Patrice Talon qui est en train de partir, il a fait savoir que Patrice Talon s'est occupé du Bénin, mais il a également sorti une phrase très forte: l'État n'a pas d'état d'âme. C'est assez profond, comprendre ceux qui peuvent comprendre très rapidement. Et en finissant, il a fait savoir que Romuald Wadaï est un homme qui fera le job. Il travaille avec vision, sacrifice et volonté. Pour lui, l'enfant fera mieux que son père. Il peut assurer valablement la relève. J'espère que j'ai été assez fidèle à vos propos. Parfaitement. Merci beaucoup. Merci à vous, Mokaram Badarou. Je rappelle que vous êtes ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, membre du bureau politique de l'Union progressiste de renouveau. Merci à vous, Billy Gailaibi, d'avoir co-animé avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous ne sommes rien. C'est grâce à vous, grâce à votre saine émulation sur nos différentes publications, que nous trouvons cette force de venir quand même animer des émissions pour vous. Merci pour l'attention. Soyez en remerciés, je dirais même soyez en bénis. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter cette demande de nos ancêtres. Sur ce, prenez le rendez-vous à 19h avec Billy Gailaibi pour le JT des JT.